Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! Ici Hélène. Et Mélanie! Belle bonne humeur aujourd'hui. Oh oui! En fait, c'est notre premier enregistrement de 2024. Ouais, on a triché, on a enregistré l'autre que vous avez écouté il y a 2 semaines, en décembre. Oui. Et là, je sais, vous êtes ennuyés de nous. Je sais, là, tout le monde nous demandait où c'est qu'on était, quand est-ce qu'on revenait. Tout le monde. Tout le monde. Tout le Québec au complet se pouvait plus. Merci Crime de de nous aimer autant. Oui. C'est le fun. On est content d'être de retour. Ben oui, on est content. Mais ça fait du bien aussi de prendre une petite pause, là. Ouais. J'ai écrit à tout le monde qui nous demandait on était où. J'ai dit, guys, ça fait vraiment du bien des fois de passer une semaine sans penser à un meurtrier. Ouais. Ou à des victimes, puis des pauvres familles, puis genre... Ah ouais, moi, pendant Noël, là, j'ai pris ça off, ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Ouais, vraiment. Là. C'est pas parce qu'on vous aime pas, c'est vraiment... Ça n'a aucun rapport, on aime ça répondre à vos messages, mais je pense que n'importe qui pourrait comprendre. Là. Ouais, des vraies vacances. Il y a beaucoup de podcasts de true crime qui sortent des saisons. Ouais, nous, on est là à l'année longue, là. Fait qu'on pense tout le temps à des meurtriers. Ouais. Des fois, on a besoin d'un petit break. Fait que voilà. Mais on est de retour. Oui. Ben, on était de retour il y a 2 semaines. Oui, mais là, on est de retour pour vrai. Physiquement. Physiquement, mentalement prête. Ouais. Et on a eu des beaux meetings ce matin pour 2 beaux projets qui s'en viennent. Ouais. Fait que 2024, 2025... Ça va brasser. Ça va brasser. Crime de Bin, vous allez plus être capable de nous entendre. Là, je tiens à souligner que Hélène, je sais pas si vous avez remarqué, mais Hélène, elle a dit « bienvenue ». Merci. Gros changement. À Caroline, c'est Caroline. ça? Caroline. Caroline, elle nous a écrit en décembre, puis elle a dit « Allô, allô, j'ai converti ma meilleure amie Camille à votre podcast. Elle m'a dit à l'instant qu'elle voulait porter plainte parce que vous ne dites pas « bienvenue » dans l'intro au lieu de « bienvenue ». Je trouvais ça important de vous le dire. Profitez de ce jeu de mots sans modération. Voilà. Alors, merci à Camille, meilleure amie de Caroline. C'est vrai que j'avais... En plus, quand elle a dit ça, j'étais comme, ouais, mais je dis pas bienvenue. Oui, puis Anthony, il était à côté de nous, son chum, puis il dit bienvenue. Ben oui, je le dis. À chaque début, j'avais comme pas catché. On était un peu nounoun de même. Fait que voilà, on start ça. Je le sais que vous savez de quoi on va parler aujourd'hui parce que vous avez cliqué sur le titre. Hein? Puis je sais pas si vous avez vu la longueur de l'épisode, mais il va être long. Puis... Bon, en fait, il va être en 2 parties. Oui, c'est vrai. Ouais. Shit, j'ai oublié. Mais avant de se lancer dans cet épisode, exactement, que Mel a passé 1 million d'heures dessus, on doit parler d'un potin. Et tout le monde nous a écrit. Tout le Québec est au courant. Mais bon, au cas où vous ne l'avez pas vu passer, Cédrica Provencher, Jonathan Bété, ça brasse parce que là, bon, on savait que Jonathan Bété poursuivait la SQ et le gouvernement du Québec pour 10 millions. Pour 10 millions de dollars. Pour, je sais pas c'est quoi la cause exacte, là, mais genre atteinte à sa réputation ou harcèlement. Ils ont gâché sa vie. Ouais, c'est ça. Ils ont gâché sa vie. Depuis 2007. Vu qu'il est le suspect principal dans l'affaire Cédrica, puis son nom est sorti vraiment beaucoup dans les journaux. Donc, il poursuit. Puis là, dans cette poursuite-là, il y a des preuves de l'avocat de Jonathan Bété qui a été déposées en cours. Puis là, on a appris pour la première fois qu'il y a de l'ADN qui a été retrouvé sur le site où le corps de Cédrica a été retrouvé et que cet ADN-là, donc, ne serait pas l'ADN de Jonathan Bété. Mais on ne sait pas c'est de qui. Donc, ce serait effectivement une très bonne preuve pour le prouver innocent de tout ça. C'est très intriguant. Alors, j'espère que la police va faire de quoi avec cet ADN-là. Mettez ça dans les banques d'ADN, de généalogie génétique. Ah ouais, on règle ça. Go! Fait que on va suivre ça. Écoute, la poursuite de Jonathan Bété, ça dure depuis 2019. Fait que c'est encore d'actualité. Fait qu'on va suivre ça de très, très près et on vous tient au courant. Voilà. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Aujourd'hui, comme vous savez, je vous raconte l'histoire de la Polytechnique de Montréal.
qui est, d'ailleurs, il y a 2 personnes en France qui nous ont écrit, j'ai pas leur nom, je suis désolée si vous nous écoutez, pour nous le suggérer, cette histoire-là. Puis ils l'ont dit genre, hey, j'ai trouvé cette histoire-là, si ça vous tenterait de... Je sais pas si vous la connaissez. Oui. Tout le Québec, même le Canada connaît cette histoire-là. C'est vraiment, vraiment connu. Vraiment la raison pour laquelle on ne l'avait pas encore fait, c'est parce que c'est, un très, très gros cas. Ouais. Qui donc, le pourquoi de je vais être obligée de le faire en 2 parties, parce que j'ai écrit 22 pages sur le sujet et j'ai mis... Je pense que j'ai mis plus que 120 heures là-dessus. Ça n'a aucun sens. Comment il y a de la documentation, comment il y a des choses à écouter, à lire. Il y en a du stock là-dessus. Et je voulais faire un épisode qui va respecter les familles, tu sais, les familles des victimes et les gens qui ont été de près ou de loin reliés à cette histoire-là. Parce que oui, ça a touché le Québec et le Canada depuis maintenant plus de 30 ans. Alors, voilà. On se lance? On se lance. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'une histoire qui a marqué, comme je l'ai dit, non seulement le Québec, mais le Canada en entier. C'est la tuerie en milieu scolaire la plus meurtrière de l'histoire du Canada. Il y a certains qui connaissent la tragédie en détail, il y a certains qui connaissent les grandes lignes. Je faisais d'ailleurs partie de cette catégorie-là. Il y a certains, probablement les plus jeunes, qui la connaissent peut-être pas du tout. Je voulais comme faire une petite intro en disant que peu importe votre niveau de connaissance de l'événement, aujourd'hui, je vous en parle en détail, puis je démontrer une grande empathie en parlant de cette histoire-là et surtout qu'on ait une grande ouverture d'esprit. En vous parlant du féminicide de Polytechnique Montréal, j'espère comme entraîner une réflexion sur des débats actuels importants. Parce que cette tragédie-là, ça va vraiment plus loin qu'on pense. T'sais. Oui, c'est une histoire horrible qui est arrivée en 1989, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est encore d'actualité aujourd'hui, cette histoire-là. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, évidemment, du féminicide, mais aussi des débats sur le contrôle des armes à feu, de la puissance de la parole sur Internet, les réseaux sociaux. Bref, tout. Donc, 1989. Qu'est-ce qui se passe en 1989 au Québec, au Canada? Je nais. Ah, je l'avais même pas mis dans ma liste. La naissance d'Hélène. Je l'avais pas mis. En octobre 89. Oui. Il y a aussi l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange canado-américain. Il y a la fondation de l'Agence spatiale canadienne. Il y a l'assassinat du militant LGBTQIA+, Joe Rose à Montréal. Ah, oui, OK. Épisode numéro 66 de Crime de Ville. Plug! Les Flames de Calgary qui remportent la Coupe Stanley. Il y a l'inauguration du Rogers Centre à Toronto. Il y a le lancement du réseau de télévision CBC. C'est pas si vieux que ça, CBC. Ah, ouais. Audrey McLaughlin, qui est élue première femme chef d'un grand parti, le NPD, dans l'histoire du Canada. Il y a un suivi sur le droit à l'avortement aussi. C'est légal au Canada depuis 88. Mais la question du droit du fœtus, comme décidé en 89, les droits commencent au moment de la naissance vivante. Ils décident ça en 89. Puis aussi, ils décident que le père d'un fœtus ne peut pas empêcher la mère de se faire avorter. Donc, ça fait pas longtemps. Non, c'est en 89. Okay, c'est 89, c'est une grosse année. Ouais, hein? Je vous fais une liste un peu de... Chute du mur de Berlin. Genre, il se passe plein de choses dans le monde aussi. Oui, dans le monde aussi, on s'entend. Mais la naissance d'Hélène. Oui, c'est le plus important. C'est ça que vous avez à retenir. Exactement. Les Flames de Calgary. Oui. Polytechnique Montréal, j'en parle un petit peu. L'École Polytechnique de Montréal s'appelle depuis 2006 juste Polytechnique Montréal. C'est un établissement d'enseignement supérieur d'ingénierie qui est affilié à l'Université de Montréal, qui a été fondé en 1873. Ouh. Ils viennent d'ailleurs de fêter leurs 150 ans en 2023. C'est une des plus grandes facultés d'ingénierie au Canada, puis la plus grande au Québec. Il y a plus de 50 000 ingénieurs, spécialistes et chercheurs qui ont été formés là. L'établissement comprend 8 départements. De génie chimique, génie civil, géologique et des mines, génie électrique, génie informatique et génie logiciel, mathématiques et génie industriel, génie mécanique, génie physique et génie biomédical. Pas des concombres. Non. Oui. En 89, l'École Polytechnique de Montréal, c'est une institution qui est très respectée, encore aujourd'hui.
réputé pour son excellence académique dans le domaine de l'ingénierie. À l'époque, et même encore aujourd'hui, ce domaine contient beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mhm. D'ailleurs, l'organisme Ingénieurs Canada travaille très fort à augmenter le nombre de femmes en génie, entre autres avec leur initiative 30 en 30, qui veut augmenter à 30 % le taux de nouvelles ingénieures d'ici 2030. Nice. Pour vous donner une idée, en 2020, le pourcentage de nouvelles ingénieures au Québec, c'était de 19,6 %. Donc, il y a 80 % d'hommes, en général. Quand même fou! Ouais. Encore aujourd'hui. C'est fou, hein? Mm. Et fait que j'ignorais, random fact, le 23 juin, c'est la journée internationale des femmes en génie. Ah. Je savais pas qu'il y avait une journée pour ça. Je vous lis l'énoncé de mission de Polytechnique Montréal, puis je t'explique pourquoi après. OK. Donc, ça va comme ci. Respectueuse des principes de développement durable et à l'écoute des besoins de la société, Polytechnique Montréal forme des ingénieurs et des ingénieures ainsi que des scientifiques de très haut niveau pour relever les défis d'un monde en mutation et faire des acteurs clés du changement. Ça réalise des recherches répondant aux grands enjeux sociétaux et influence son environnement sur le plan intellectuel, économique et social. Pourquoi je vous lis ça? C'est pour vous montrer que le 6 décembre 89, ce sont 14 familles qui ont perdu leurs filles, sœurs, conjointes, cousines, etc., parce qu'il y a 14 victimes dans cette histoire-là. Mais c'est aussi le Québec qui a été dépourvu de 14 femmes qui étaient ambitieuses, intelligentes, travaillantes, puis qui auraient participé au développement puis à l'avenir du Québec. C'est quand même, c'est tout ce que ça représente, ce geste-là. Tu sais, ce gars-là est allé à cet endroit-là spécifiquement pour, tu sais. J'ai eu des frissons quand t'as dit ça. Ah, On rentre dans l'histoire. Vas-y. OK? On est le mercredi 6 décembre 1989. C'est une grosse journée pour plusieurs raisons. Pour les étudiants, c'est la fin de session et cette journée-là, c'est la dernière journée de cours avant les examens. Le stress se fait sentir dans l'établissement. Du côté de la direction, il y a un gros événement aussi. Le ministre d'État des Sciences et de la Technologie, William Weingard, il est sur place pour donner un discours sur un nouveau programme de financement auquel tout le monde assiste. À l'extérieur des murs de l'école, le SPCUM, qui est aujourd'hui appelé le SPVM, donc la police de Montréal, enquête sur le meurtre de Valérie Dalpé. C'est une adolescente de 13 ans qui s'est fait assassiner tout près à Saint-Léonard. Donc, cette journée-là, il y a à peu près 40 policiers qui font du porte-à-porte autour dans le quartier pour trouver des suspects. Puis, pour couronner le tout, il y a une tempête de neige. Évidemment. Grosse journée. Donc, évidemment, personne ne pouvait deviner comment cette journée-là allait se terminer. Personne, sauf Marc Lépine. Je te parle un petit peu de Marc Lépine. Et là, j'ai fait un choix en le mentionnant et en parlant parce que j'ai écouté plusieurs podcasts. Puis, oui, je voulais dire qu'il y a aussi mes sources. Normalement, on les cite dans le podcast, mais là, j'en ai tellement utilisé qu'on va juste les mettre dans la description de l'épisode parce que ça n'a pas rapport. Là. J'ai lu 2 livres, j'ai écouté je sais pas combien de podcasts, j'ai écouté, ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Et là, j'ai fait un choix parce qu'il y a quelques podcasts que j'ai écoutés qui voulaient ne pas mentionner ou ne pas trop parler de Marc Lépine pour pas lui donner trop de gloire ou lui mettre... Moi, écoute, j'ai fait le choix d'en parler puis de le nommer parce que, de un, il est partout dans les médias. Ouais, on sait c'est de qui, deux, là. tout le monde connaît ce nom-là. Ben, tout le monde. On connaît ce nom-là, on l'a souvent entendu. Puis, je trouve important de savoir dans l'histoire c'est qui ce gars-là, puis d'où il vient, puis pourquoi, Ben oui. tu sais. Ben, ça fait partie, je pense, des raisons qu'on raconte ces histoires-là, c'est qu'on essaie de comprendre la psychologie des gens qui posent des actes comme ça. Là. Ouais. Il y a ce Ça côté-là qui est excuse rien. intéressant à essayer de comprendre. 100%. Ça excuse rien, mais moi, j'aime avoir ces détails-là. Tu sais, c'est important de savoir c'est qui. Selon moi. C'est mon point de vue à moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez totalement le droit. Alors moi, aujourd'hui, je choisis de vous en parler. Donc, son nom à la naissance, c'est Gamil Rodrigue Ilyes Garbi. Donc, il est né le 26 octobre 1964 à Montréal. Il est le fils d'une mère canadienne-française, Monique Lépine, et d'un père algérien, Ilyes Garbi. En décembre 89, il vient juste d'avoir 25 ans. Il a une petite sœur, Nadia Garbi. Nadia est malheureusement décédée d'une surdose de drogue en 96 à l'âge de 29 ans. Monique Lépine a décrit son fils comme secret et introverti, puis sa fille comme extravertie avec un fort caractère. Lui, c'est un homme peu social, qui communique pas beaucoup, sauf apparemment quand il est temps de parler d'ordinateur. Ça a l'air qu'il était très passionné par ça.
Il est renfermé, tolère pas l'autorité, montre jamais ses émotions, consomme pas d'alcool ni de drogue. D'ailleurs, il y avait un rat dans la fenêtre. Un rat? C'était un rat? Check. Non, c'était Un écureuil? c'est un écureuil. Ok, j'étais pas sûre. Ben, same. Il y avait de l'air. Ouais. J'ai tellement été déconcentrée. D'ailleurs, le rapport d'autopsie D'ailleurs, le rapport d'autopsie du 6 décembre 89 a montré qu'il était sobre quand c'est arrivé l'événement. Pas d'alcool, pas de drogue. Son père a l'habitude de rabaisser les femmes. Il est violent envers son fils, puis il est très jaloux quand il vient de sa femme. Quand le petit a 7 ans, ses parents divorcent. Puis plus tard, Gamil Rodrigue choisit de rejeter l'héritage algérien qui vient de son père et de prendre le nom de sa mère. Il devient alors Marc Lépine. Il change son nom. Ah ouais. Lépine tente de s'enrôler dans l'armée canadienne, mais il n'est pas admis à cause, apparemment, de son attitude antisociale. Oh. Il commence son cégep en sciences nature à 82, mais il change après la première année pour un programme de technologie de l'électronique qui finit par abandonner. Il fait une demande d'admission à l'automne 86 à Polytechnique Montréal. Il est admis, mais il doit d'abord compléter 2 cours obligatoires, dont Chimie des solutions, qui est en train de suivre à la session d'automne 89. Alors, tout ça se passe. Au cégep du Vieux-Montréal. Fait qu'il mène une petite vie tranquille d'introverti, puis il est très ouvertement anti-féministe. Très ouvertement. C'est drôle venant de quelqu'un qui a pris le nom de sa mère plutôt que du nom de son père. Je me suis posé la même question. Les gens sont pleins de contradictions. Donc, je voulais juste spécifier que pendant la tragédie que je vais raconter, je cite souvent le rapport d'autopsie qui a été fait par la coroner Sorour qui a été rendu le 10 mai 90. Donc, quand je parle du rapport, c'est de ce que je parle. Okay. La source est dans la description de l'épisode. On y a accès sur Internet, ceux qui veulent au rapport complet. Ah ouais. On est le 6 décembre 89. Un peu après 16 heures. Marc Lépine arrive à Polytechnique Montréal. Il porte un manteau d'hiver court de couleur grise, un jeans, des grosses bottes Kodiak, un chandail rayé écrit « Skate Rags » dessus, avec une tête de mort qui porte des lunettes dans l'eau. Le tout couvert par une chemise de velours côtelé bleu pâle. C'est rien d'exceptionnel. Il connaît très bien les lieux. Il aurait d'ailleurs été aperçu 9 fois sur le campus de l'Université de Montréal entre le 11 septembre et le 5 décembre 89. Mais il étudiait pas encore, là, dans le fond. Non. Il finissait ses cours au cégep. Exactement. Il était au cégep du Vieux-Montréal, puis il est pour pouvoir être admis éventuellement. Genre l'année d'après, probablement, qu'il aurait été là. Exactement. Il y avait juste 2 cours à faire pour pouvoir entrer. Détail, Polytechnique Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas physiquement les lieux, c'est un établissement d'enseignement qui est affilié à l'Université de Montréal. Donc, c'est tout un gros campus. C'est tout sur le même campus. C'est juste un pavillon à part qui s'appelle Polytechnique Montréal. Tout le reste, c'est l'Université de Montréal. Vous allez voir dans l'histoire pourquoi je le spécifie, c'est important. Donc, entre 16h et 16h40, cette journée-là du 6 décembre 89, Lépine est assis sur un banc près de la porte à l'intérieur du bureau du registraire, le local A201, au 2e étage. Dans le rapport Sorour, on lit, et je cite, « Il est assis sur le banc dans l'entrée du local tout près de la porte et, par sa position, nuit à l'accès de ce département très fréquenté par les étudiants. En effet, il est assis de manière à rendre difficile l'entrée au local. » Donc, il est assis nonchalamment, sans sac, si les gens peuvent passer ou pas. Il est aperçu fouillant dans un sac en plastique vert déposé à côté de lui. Il en dissimule le contenu. Parle à personne. Il a le regard vide. Il y a un employé qui vient le voir, demande s'il a besoin d'aide. Il répond pas. Il se lève, il s'en va. OK. Juste weird. Il est maintenant 16h40. Lépine est en direction du 3e étage. À 16h45, il est aperçu dans le long du couloir du 3e étage, appuyé contre le mur, serrant très fort son sac en plastique qui contient un objet décrit comme long. Après quelques minutes, il décide de redescendre au 2e étage. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu se balader. Sur cet étage-là se trouve la classe C230.4. Un local isolé tout au fond d'un couloir dans lequel les professeurs de génie de mécanique Yvon Bouchard et Adrien Cernea donnent un cours qui a commencé à 15h.
69 étudiants sont présents dans la classe pour faire leur exposé oraux de fin de session. À 17h10, Lépine entre dans la classe. Il tient à 2 mains une carabine semi-automatique de marque Sturm Ruger, modèle Mini 14 calibre 223 avec un chargeur de 30 cartouches. C'est beaucoup, 30. Il se dirige vers l'étudiant qui est en train de faire sa présentation orale à l'avant de la classe. Il est maintenant face à tout le monde. Il crie « Tout le monde arrête tout ». Il tire un coup de feu au plafond, puis il ajoute « Séparez-vous, les filles à gauche, les gars à droite ». Personne réagit sur le coup. Personne bouge. Là, Lépine est fâché. Il répète sa consigne plus sévèrement. Les étudiants ils commencent à avoir peur, fait que là, ils bougent. Il y a 9 femmes à gauche de la salle, puis une 50aine d'hommes à droite. Lépine, il regarde, puis il dit « OK, les gars, sortez, les filles, vous restez là ». Il pointe la porte à droite de la pièce pour les gars en leur disant de se, et je cite, « grouiller le cul ». Et il pointe le coin gauche de la classe pour les étudiantes. Il demande aux femmes blottées au fond de la classe, loin de la porte sans possibilité de sortie, si elles savent pourquoi elles sont là. Il y a une des étudiantes, Nathalie Provost, qui répond bravement non. Puis Lépine, il lui répond « Je me bats contre le féminisme ». Nathalie Provost, elle ajoute « On n'est pas des féministes, on n'a jamais lutté contre les hommes ». À quoi Lépine rétorque « Vous êtes des femmes, vous allez devenir des ingénieurs, vous êtes tout un tas de féministes, j'haïs les féministes ». Il est 17h12. Le drame commence. Lépine pointe sa carabine sur les 9 femmes, puis il ouvre le feu. De gauche à droite, il vide entièrement son chargeur. Total de 29 balles tirées en 10 secondes. Les 9 femmes sont touchées. 3 sont gravement blessées. France Chrétien, José Martin et Nathalie Provost. Les 6 autres femmes décèdent sur le coup. Hélène Colgan, 23 ans. Elle reçoit un projectile à la tête au-dessus de l'oreille gauche, causant un éclatement de la boîte crânienne puis des dommages très importants au cerveau. Elle perd connaissance puis décède très rapidement. Nathalie Croteau, 23 ans, est atteinte par 2 balles, une sous la clavicule droite puis l'autre sur l'épaule gauche. Elle décède d'une hémorragie interne due à des perforations pulmonaires. Barbara Daigneault, 22 ans. Elle reçoit un total de 7 projectiles au bras, à l'épaule, à l'omoplate, au thorax et à la tête. Son décès est attribué à un choc hémorragique fatal. Anne-Marie Lemay, 22 ans, est atteinte 3 fois à la clavicule, à la poitrine et à la main gauche, puis décède d'un choc hémorragique fatal dû à des lacérations au cœur et aux poumons. Sonia Pelletier, 28 ans, victime de 9 projectiles, c'est elle qui en reçoit le plus. Partout sur le haut et sur le bas du corps, cause une hémorragie interne abondante qui mène à son décès. Et Annie Saint-Arnaud, 23 ans, elle reçoit 3 projectiles à la tête, au bras et au dos. Les balles causent énormément de dommages au cerveau puis aux poumons d'Annie qui décède sur le coup. Ouf, c'est rough. Lépine est fier de lui et sourit. Apparemment qu'avant de quitter la salle, il a écrit le mot « shit » 2 fois sur le projet d'un étudiant. Sans même jeter un coup d'œil sur le ripstam qu'il venait de créer, il sort de la classe. En dehors de la classe, il y a quelques garçons qui sont encore sur place, sont terrorisés par ce qu'ils viennent d'entendre. Lépine, il pointe sa carabine vers eux en guise d'avertissement, mais il tire pas. C'est des hommes, après tout. C'est ceux qui tirent pas. Lépine, il se rend ensuite dans le local C229, où se trouvent les photocopieuses, sur le même étage. À l'intérieur, il y a 2 étudiants, un garçon et une fille. À une distance d'à peu près 30 pieds, Lépine, il pointe sa carabine sur eux, puis il tire. Ils sont gravement blessés, mais ils sont en vie. En s'approchant des victimes, Lépine croise dans le corridor une autre jeune femme qui n'hésite pas à tirer. Elle est aussi gravement blessée, mais en vie. Le tireur sort de la salle, il revient sur ses pas, il se dirige vers la classe C228 où il y a un cours qui a lieu. La salle est adjacente à la grande salle des serveurs qui contient beaucoup des ordinateurs, des fils, autres électroniques, etc. Vous allez voir pourquoi c'est important dans l'histoire un peu plus tard. Lépine reste sur le seuil de la porte de la classe. Il pointe son fusil vers une des étudiantes, puis il appuie sur la gâchette, mais il n'y a rien qui sort. Il appuie encore. Il n'y a rien qui sort. Il se rend compte que son chargeur est vide. Il vient d'utiliser toutes les balles qu'il y avait.
Donc, à court de munitions, il se rend dans une cage d'escalier de secours à côté de la classe pour recharger son arme. Les étudiants dans le local C228, ils ont vu l'épine qui était sur le sol de la porte. Fait que là, ils sont en panique. Okay. Ouais, ils paniquent. Il y a Guy Brunel, qui est un professeur qui se trouve dans la salle adjacente des serveurs à ce moment-là. Il est avec sa collègue Huguette. Puis, ils n'ont pas entendu les coups de feu, les déclenchements, parce qu'ils sont dans la salle des serveurs, puis c'est super bruyant. Ouais. Fait qu'ils n'ont rien entendu. Fait qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe. Puis là, il y a un étudiant puis le chargé de cours de la salle C228 à côté qui leur explique la situation. Donc, M. Brunel décide de faire entrer tout le monde dans le local des serveurs, puis il y a un étudiant qui barre la porte. OK. Dans la cage d'escalier, un étudiant qui passe par là puis qui croise l'épine, puis il l'entend dire « Oh shit, j'ai plus de balles. Mais il saisit comme pas tout de suite qu'est-ce qui se passe parce qu'il voit pas l'arme, comment il est positionné, tu sais. Donc, il sort de la cage d'escalier pour se rendre à la salle des photocopieuses. Puis là, par terre, il voit les 3 blessés qui sont là, étendus par terre. Il voit du sang partout. Puis là, il réalise ce qui se passe, puis il fait lien avec ce qu'il vient d'entendre dans l'escalier. Il se retourne, il voit l'épine qui est en train de recharger sa carabine, qui la lève. L'étudiant, il s'enfuit à toute vitesse en empruntant l'escalier roulant pour descendre au premier étage à la cafétéria. Il entend un coup de feu, mais il se retourne pas, puis il est pas touché. Fait qu'il sait pas si il visait lui ou... ouais. L'épine court pas après lui parce que c'est un gars, on s'entend. Il retourne au local C228 en passant par devant les 3 victimes qui sont par terre, toujours en vie. Et il se rend compte que la porte est barrée. Il tire 3 fois avec sa carabine sur la poignée pour essayer de l'ouvrir. Pendant ce temps-là, Guy Brunel, il a une idée. À l'époque, les fils des serveurs et des ordinateurs étaient dissimulés comme dans un faux plancher. Okay. Sûrement qu'il y en avait vraiment beaucoup. En 89, là, les ordi venaient de commencer à émerger. Fait qu'il dit c'est comme l'endroit parfait pour se cacher. Ouais. C'est difficile d'accès, c'est vraiment pas gros, mais sous l'adrénaline, tout est possible. Plus tard, il va commenter, Guy Brunel, il dit « Dans ces circonstances-là, ça rentre. » Donc, M. Brunel, sa collègue Huguette, le chargé de cours, puis la dizaine d'étudiants réussissent finalement à se blottir dans le plancher. Une chance pour eux, l'épine n'a pas réussi à briser la porte et à entrer dans le local. Aïe, aïe. Thank God. Donc, l'épine rebrousse chemin, passant encore une fois à côté de ses 3 victimes sur le sol. Sur son chemin, il croise une étudiante qui emprunte l'escalier roulant. Il tire dessus 3 fois. Il finit par l'atteindre et tombe. Heureusement, sa blessure n'est pas fatale, puis elle réussit à se relever puis à se sauver par l'escalier de secours jusqu'au 5e étage. L'épine, il décide de ne pas la suivre puis de continuer sa route. Il aperçoit un comptoir en forme de demi-cercle derrière lequel se cache sa nouvelle cible, une employée terrorisée. Il ouvre le feu 2 fois, mais il ne réussit pas à l'atteindre. Il abandonne. Il se rend vers le bureau des services financiers, le local B218. À ce moment-là, il est passé 17 heures. L'employée qui est sur place, dans le bureau des services financiers, Maryse Lagagnère, avait fini sa journée. Fait qu'elle a son manteau de velours côtelé blanc sur le dos, ses bottes noires dans les pieds, puis elle s'apprête à partir. Mais elle aperçoit à peu près 20 pieds l'épine avec une carabine à la main. Elle se précipite vers la porte du bureau pour la verrouiller. L'épine, il part à course pour comme empêcher Maryse de fermer la porte, mais il n'arrive pas à temps. Donc, elle réussit à fermer la porte. Là, elle se croit en sécurité, fait qu'elle recule, elle s'éloigne de la porte. Le problème, c'est que à côté, il y a une autre fenêtre. Ah non. Puis l'épine, il voit Maryse, d'où ce qu'il est. Tire à travers la fenêtre, puis il atteint Maryse. Maryse Lagagnère, 25 ans, est touchée par 2 projectiles, un à la tête, un au fessier. La première balle à la tête lui cause un traumatisme crânio-cérébral qui cause malheureusement son décès. C'est la policière Carole Bilodeau qui va la trouver plus tard puis qui va rester avec elle jusqu'à la fin. Elle a commenté, et je cite, « Maryse était couchée par terre inconsciente. Elle était gravement blessée. Je lui parlais, mais elle n'avait pas de réaction. J'ai pris son pouls. J'attendais les secours. C'était fou. On ne pouvait pas vraiment passer de message radio. Ça n'arrêtait pas d'entrer. Je tenais son bras. Je suis restée avec elle jusqu'à ce qu'elle décède. Ça n'a pas été très long. » Il est maintenant 17h20. Ça fait 10 minutes que tout ça s'est commencé. Oh my God. L'épine prend l'escalier roulant, descend au premier étage. Il entre dans la cafétéria par la porte B107. Il faut savoir qu'il y a juste 2 entrées à la cafétéria.
Sur place, il y a une centaine de personnes à peu près qui sont rassemblées puis qui n'ont aucune idée de ce qui est en train de se produire. À peine traversé la porte, Lépine ouvre le feu. Il vise une étudiante en soins infirmiers à l'Université de Montréal qui mange son lunch. Barbara Maria Kluesnik, 31 ans. Elle reçoit 2 projectiles dans le dos et à la poitrine qui causent une hémorragie interne et des lacérations à plusieurs organes, causant son décès. En quelques secondes, la cafétéria se transforme en zone de panique. Les employés derrière le comptoir ferment la grille des cuisines. Les étudiants tentent de s'enfuir, mais parce que Lépine bloque une des entrées, tout le monde doit courir la longueur de la cafétéria vers la seule autre sortie, la porte B124. Certains étudiants décident de se cacher sous les tables. Le gérant de la cafétéria tente aussi d'évacuer les étudiants par la porte de service. Tout le monde court partout. Lépine continue d'avancer lentement à travers la foule en panique. Il tire quelques coups de fusil par-ci, par-là. Il atteint un autre étudiant qui est blessé, mais qui survit. Il est caché en dessous d'une table, il y a un jeune couple, un homme et une femme, qui se retrouvent nez à nez avec Lépine. Il leur dit que s'ils veulent pas se faire tirer, ils doivent quitter immédiatement. Donc le couple pose pas de questions, pas en course. Lépine les laisse partir sains et saufs. Ah ouais. Ouf. Mon opinion, c'est que si la fille avait été toute seule, elle serait pas ici aujourd'hui. Mais là, vu qu'elle était en couple... Elle était avec un homme. Peut-être. C'est mon opinion à moi, là, mais... Lépine se rend à la salle ouverte située à l'arrière de la cafétéria, le local B104, qui est appelé Poly Party. Dans cette salle-là, il y a un espace de rangement où sont stockés des gros haut-parleurs, des panneaux de bois, des décors, je pense. Derrière les gros haut-parleurs, il y a 2 étudiantes qui se sont cachées là. Geneviève Bergeron, étudiante en génie civil, puis Anne-Marie Édouard, étudiante en génie chimique. Lépine les voit, vise, tire. Geneviève Bergeron, 21 ans, elle reçoit un projectile à la tête, derrière l'oreille gauche, puis un autre dans le thorax. Ces 2 balles lui causent un traumatisme crânio-cérébral et une lacération au poumon droit. Elle décède. Anne-Marie Édouard, 21 ans, est atteinte par 4 projectiles au thorax et au bras. Son décès est attribué à un traumatisme grave du thorax et de l'abdomen, puis à une hémorragie interne. Les témoins de la scène commenteront plus tard que le tireur, il souriait froidement quand il a tiré les 2 filles. Ça n'a aucun bon sens. Il est maintenant 17h25. Lépine monte par un escalier mécanique défectueux jusqu'au 3e étage. Dans le couloir, il blesse par balle une femme puis 2 hommes. Il se dirige ensuite vers une autre salle de classe, la B311, dans le cours de caractérisation mécanique et microthermale des matériaux du professeur Jean-Paul Baillon. Dans ce cas-là, il y a 26 étudiants qui sont présents pour faire leur exposé oral de fin de session. Au moment où Lépine se dirige vers le local, il y a 3 étudiants, 2 hommes puis une femme, Maryse Leclerc, 23 ans, étudiante en génie des matériaux, qui sont présents sur l'estrade à l'avant de la classe pour faire la présentation orale. Personne dans cette classe-là n'a idée de ce qui est en train de se passer. Oh my God, c'est Il n'y a fou. pas de sel, il n'y a pas de texto. C'est ça. C'est Genre, pas, personne n'a comme tiré la lampe d'incendie ou tu sais, comme un truc pour comme alerter tout le monde, tu sais. Not yet. Oh my God. Lépine entre. Il se dirige directement sur l'estrade en criant aux 3 étudiants de partir. Maryse tente de s'enfuir avec ses collègues, mais Lépine lui tire dessus. Elle reçoit une balle dans le dos, 8 cm en dessous de son épaule gauche, causant des lacérations importantes à son poumon gauche. Elle est étendue par terre, puis souffle le martyr, mais toujours en vie. Lépine y ouvre ensuite le feu sur les étudiants, assis au pupitre de la première rangée. Un étudiant crie « Couchez-vous !» mais Lépine a déjà fait une victime de plus. Maude Aviernik, 23 ans, est atteinte de 3 ou 4 projectiles au visage, au bras et au thorax. Des lacérations trop importantes au cœur et aux poumons causent son décès. Les étudiants en panique continuent de tenter de fuir par la porte au fond de la classe. Parmi eux, il y a Michel, une étudiante en génie des matériaux. Michel Richard, 21 ans. Elle reçoit une balle à la tête causant un traumatisme crânio-cérébral grave, fatal. Dans la salle de classe, il reste plusieurs étudiantes et étudiants couchés au sol, sous les pupitres. Le professeur est aussi couché dans une des rangées. Lépine marche tranquillement en scrutant chaque personne une par une. Il passe à côté des hommes, évidemment. Puis il vise chaque fille. Sur un total de 5 femmes présentes.
Lépine en blesse gravement 3. Il en ignore une, puis fait une victime. Annie, étudiante en génie métallurgique. Donc, Annie Turcotte, 20 ans. Elle reçoit 2 projectiles au bras et au thorax, causant un choc hémorragique interne grave auquel elle ne survivra pas. Il y a quelques théories sur la femme qui a été ignorée. Ouais. Elle avait les cheveux très, très courts, apparemment. Fait que elle aurait peut-être passé pour un homme. Surtout aux yeux de couché par Lépine. terre. Ouais. Tu sais. Ouais. On ne sait pas exactement, mais c'est la théorie de plusieurs personnes. Donc, Lépine, il recharge son arme, puis il se met à marcher debout sur les bureaux. Il tire par intermittence d'un côté puis de l'autre, puis il marche du fond de la classe vers l'avant, où se trouve Maryse Leclerc, qui est toujours en vie, mais étendue par terre, elle gît dans son sang. Elle est en agonie, puis elle demande à Lépine de l'aider. Il met la main dans sa poche. Il en sort un couteau de chasse avec une lame de 6 pouces de long. Puis d'un coup sec, il poignarde sauvagement 3 fois au thorax. Oh my God. Maryse Leclerc, 23 ans, succombe à ses blessures après une importante hémorragie interne. Lépine dépose sur le bureau du professeur son couteau, sa casquette et 2 boîtes contenant un total de 40 munitions qu'il n'a pas utilisées. Il y a une autre boîte de 20 munitions qui se trouve aussi près de la porte d'entrée du local. Il s'assoit pressé sur l'estrade. Il enlève son manteau, puis il l'enroule autour de son arme, puis il dit « Oh shit » en pointant son arme sur son propre front. Il tire. Il vient d'utiliser la dernière balle de son chargeur pour se suicider. Il est 17h28. Attends, ça a commencé à quelle heure? En 18 minutes. 18 minutes, oh my God. Lépine vient de tuer 14 femmes, dont 12 étudiantes en ingénierie, une étudiante en soins infirmiers, puis une employée de l'université. Puis il a aussi blessé 13 personnes, dont 10 femmes et 3 hommes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et là, on se demande, pendant ces 18 minutes-là, la police était où? Ouais. L'aide était où? Les agents étaient où? Les ambulanciers étaient où? Il faisait du porte-à-porte pour la petite. Je vais te raconter la suite dans la deuxième partie. Donc, dans 2 semaines, je te raconte la police, les autorités, les ambulances, les drames, qu'est-ce que ça a causé, les victimes, les familles des victimes. Il y en a une chier, je vais désolé mon langage, mais de problèmes qui arrivent. Ça finit vraiment pas là. Oh my God. OK. Ouf. Ouais, non, c'est pas un sujet facile. Non. C'est pas pour rien qu'on l'avait pas encore fait. C'est un gros dossier. Merci, Mel. Ça me fait plaisir. J'ai hâte d'entendre la suite. Écoute, j'ai pleuré quand j'ai lu à propos de l'histoire, mais j'ai encore plus pleuré quand j'ai vu la suite. Ah ouais. OK, parce que moi, juste quand tu nommais les victimes, j'ai quand même eu les larmes aux yeux. OK, pour surmonter le moral, avant de vous laisser, on a-tu un petit shout-out? Donc, pour finir sur une bonne note, je voulais faire des petits shout-outs. Un à Lauriane qui nous a écrit « Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je voulais savoir si vous pouviez faire un petit shout-out à ma sœur Clarence. Elle vous écoute en étudiant et on adore discuter de vos podcasts ensemble. Merci. » Alors, allô Clarence! Allô! Et allô Lauriane! Et aussi, je voulais dire bonjour à Nala Samuel qui nous a écrit aussi. Et parce qu'elle disait qu'on parlait que des fois nos auditeurs étaient un peu jeunes, puis elle dit t'es vraiment fine. Elle dit j'ai commencé à vous écouter à 13 ans. Elle dit j'ai maintenant 14. Cute. Donc merci à tout le monde de nous écouter et c'est un épisode frustrant, je sais. Cette histoire-là est assez intense, mais il y a des choses mauvaises et il y a des choses belles qui ressortent de cette histoire-là. Donc, je vais vous parler du reste au prochain épisode. OK. Ben merci et à la prochaine. Bye! Bye!